Il est difficile d'expliquer l'attrait que la série Dragon Quest a pour moi sans rentrer dans un combo de considérations nébuleuses sur la tradition exotique qu'elle représente pour ma génération. Au fait, je compte ici causer du deuxième opus de celle-ci, comme ça, c'est dit. Et les images que j'ai tirées de cette version du titre, sortie en Amérique aux alentours de 1990, sont ce qu'elles sont. Je pense qu'ils ont changé quelque chose dans l'encodeur Shadowplay de Nvidia. C'est un peu moins crispy que d'habitude, un peu plus sombre si soit. Revenons à mes utiles élucubrations. Imaginez la situation, l'original sort en 1986, tout le monde est content, énorme succès, 2 millions d'exemplaires vendus, rien que ça. Il mettra, ceci dit, 24 longues années à sortir en Europe, sur smartphone, si ça c'est pas une insulte. Pire, le premier titre de la série qu'Enix a daigné sortir chez nous n'était autre que le 8e. Oui, c'est un excellent titre, peut-être bien le meilleur JRPG de la PlayStation 2, mais il aura fallu attendre une bonne vingtaine d'années pour que le Japon daigne enfin offrir les charmes exotiques du slime souriant aux charmants petits fans aphones que nous sommes. Par chance, cette vidéo compte bel et bien faire le tour du deuxième titre de la série en moins de 4 pages. Faut d'ailleurs compter cette longue introduction que j'ai pourtant abrégée dans ce décompte fort saugrenu. Mais maintenant, générique. Lorsque j'ai évoqué le premier titre de la série, je me fis fort de faire le tour des premiers exemples du RPG. Il va de soi que j'ai déjà oublié la plupart de ces remarques pleines de bon sens, car faut-il le préciser, tout ceci fut rédigé il y a quelques années de ça. Mais il m'en reste néanmoins des bribes. S'il vous en faut plus, l'original est ici. Ding! Voici en vrac ce dont je me souviens. C'est à vous de tenter de donner sens à tout ceci. Quelque chose, Wizardry 1981, quelque chose, Hank Rogers 1984, Black Onyx, techniquement le premier JRPG, un long passage sur l'impact de Wizardry au Japon, très important. Mais attention, pirouette, cacahuète, c'est bien Ultima qui servira de modèle au classique de Chunsoft. N'oublions pas que les premiers titres de la série sont réalisés par ce développeur sous commande à partir d'un scénario de Yuji Horii. Il est un énorme fan, quoique assez menu en fin de compte. Corporellement, on s'entend de la fameuse série de Lord British. Tout se tient, CQFD, si ça c'est pas du résumé télescopique. Nous pourrions ajouter à toutes fins utiles, en guise d'anecdote, que le terme Dragon Quest existait déjà avant la sortie du titre. Un roman sans doute affreux de Anne McCaffrey, car ces livres ne le sont-ils pas tous, dit-il en se tapant violemment l'arête du nez afin que cela s'entende dans le micro, produisant ainsi une incise grammaticalement incorrecte qui rendra la suite de la phrase caduque, porte déjà ce nom, somme toute assez catchy. Un RPG papier doté de la même appellation existe aussi, enfin presque, le roman se nomme Dragon Quest tout collé. Le fameux JDR pour matheux fan d'aventure, lui se sert d'une graphie, il me semble que le terme existe, où les termes Dragon et Quest sont certes collés l'un à l'autre, comme vos parents l'étaient lors d'un slow entêtant durant une fête de village située quelque part près de Cheval Blanc, mais attention, les mots sont capitalisés. Ce n'est pas sale, une majuscule au Q, une majuscule au D, comme me disait Léo Ferré quand il n'était pas occupé à faire rougir Foucault, et ou Sartre par ses délires dépravés, c'est extra. Voilà, d'une vidéo à l'autre, en s'appuyant sur ma légendaire capacité parcellaire de mémorisation, nous avons ajouté une couche de compréhension aux fondamentaux de la série phare des RPG. Que nous reste-t-il à souligner comme ça avant de rentrer dans le vif de l'action? Sans doute cet élément central. Dragon Quest, le premier, propose un seul personnage principal. C'était certes plus facile à programmer, mais participe aussi d'une logique légendaire qu'il faut aussi souligner. Les 3 premiers titres forment, préparez-vous à tomber de votre siège ergonomique, une attention, petite pause pour faire monter le suspense, trilogie, celle des descendants d'Erdrick. Ce héros issu d'une antiquité pas si lointaine que ça avait autrefois battu le méchant Dragon Lord ou Doragon Lordo en japonais lors d'une joute tellement épique que résumer ces détails nécessiterait au moins 2 ou 3 lignes supplémentaires dont je ne pense pas me fendre. En résumé, Erdrick très bien, Doragon Lordo très pas bien, méchant même, pour employer le terme idoine. Lors des 3 premiers titres, souvenez-vous, ils forment une trilogie, vous incarnerez une série de descendants du fameux Erdrick. Ici, vous en avez 3 chargés d'une mission secrète après le sac de Moonbrook Castle. Ils apprendront par le biais de lapidaires boîtes monochromes contenant ce que nos ancêtres appelaient encore du
Text qu'un méchant magicien nommé Hargon pense utiliser ses sombres pouvoirs pour amener à la vie le démon Malroth. Les plus attentifs d'entre vous apprécieront que Yuji Horii tente de varier quelque peu les dangers face auxquels vous êtes ici confrontés. Dans le premier, vous aviez un Land des Dragons, et non pas de King of Dragons. Ça, c'est un jeu totalement différent doté d'une musique franchement funky. La preuve. Et ça, c'est juste l'écran de sélection des personnages. Ici, vous avez un méchant magicien, une sorte de Danny Larry local qui compte bien utiliser ses sombres puissances pour amener à la vie un démon doté d'un nom rigolo. La différence est frappante. Je pense que nos frères du monde du RPG papier, le format nommé JDR, parlent de flavor text quand l'on change la saveur mentale de la menace magistrale d'un univers imaginaire. Vous avez 4 grands classiques dans ce type de récit. Un méchant roi tyrannique, ce n'est pas ça, les sempiternels dragons, divers démons, ou même un magicien. Parfois, on mélange les qualificatifs de manière fort originale pour tomber sur des concepts stupéfiants comme des rois démons tyranniques dotés de dragons. D'ailleurs, si le cadavre d'Anne McCaffrey regarde cette vidéo, faites pas toucher, c'est mon concept à moi, je viens de l'inventer. Peut-être même qu'il est nécromancien, en fait ça aussi, ça vient de me venir dans un éclair de fulgurance totalement original, dit-il en téléphonant à son avocat. Maintenant que vous avez une bonne idée des fondamentaux de ce type de démarche, que peut-on dire de Dragon Quest II, le panthéon des esprits malfaisants? Oui, le titre claque, qui puisse garantir un plaisir supérieur aux utilisateurs éventuels du jeu. Tout d'abord, il va de soi que tout ceci participe aussi de la mouvance ultima de ce type d'exercice. Sur 10. Vous faites le tour d'un univers miniature, selon les standards actuels, cela va de soi, afin de ramasser diverses reliques utiles à votre progression. Vous aimez les blasons? Vous en choperez au moins 5. Les clés, j'en ai une poignée, les armes légendaires, c'est prévu. Quelques trucs plus nébuleux? Aussi. Il me semble avoir ramassé un des yeux du démon que j'étais parti buter pour pouvoir ouvrir le chemin qui mène jusqu'à lui, c'est très mort coquin. D'ailleurs, soit dit en passant, le titre n'est pas franchement une révolution vis-à-vis du premier. Ok, vous avez plus de personnages, mais c'est à peu près tout. Les combats sont identiques, faut encore se farcir la même interface, se battre contre les limites de l'inventaire, masquer sa rage quand la machine vous vénère, toujours davantage d'ennemis en grappe. Certains donjons insistent d'ailleurs pour vous plomber votre périple par un combat à chaque pas. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est un titre désuet hardcore qui cache sous ses jolis ennemis made in Toriyama un combat de tous les instants pour garder son calme. Il faudra donc être vaguement conscient du type de défi que tout ceci représente. Vous aurez besoin de courage, certes, mais aussi de patience, huître pour défaire à vos ennemis dynastiques. N'ayez pas honte de regarder en bien une soluce quand vous êtes calé, cette bonne guerre, le titre contient après tout quelques portes invisibles. Oui, en effet. C'est aussi un jeu qui a désespérément besoin d'un sort de téléportation, mais n'en a point. Tenez-le vous pour dit. Mais pour ceux et celles après tout, qui sait, ayant envie de s'attaquer aux classiques d'antan, ce panthéon des esprits malfaisants représente bien malgré lui un challenge suranné au charme bien réel. L'on y trouve comme une évidence beaucoup des fondamentaux qui font défaut aux faux dévots que sont les ersatz actuels de ce type d'idéaux. Bon, son monde orthonormé n'est pas connecté, de longs couloirs interrompus par des cinématiques interminables ou de piètres doubleurs se forment de voix pitoyables pour expliquer les motivations cruelles de modèles 3D aux actions bidimensionnelles. Chaque ligne de dialogue, aussi brève soit-elle, recèle ici des indices essentiels destinés à vous mettre sur la bonne voie, car oui, vous allez vous perdre. Tout ceci n'est pas un escalator vous menant du début à la fin du cahier des charges d'un développeur malmené par les desiderata de son éditeur, mais bien une adventure avec les majuscules où l'on attend de vous une participation qui dépasse le fait d'appuyer dans la direction du stick analogique qui va dans le sens inverse de la caméra. Certains passages cryptiques nécessitent même un brin de réflexion. Rien que se retrouver sur l'étrange assemblage pixelisé que représente la carte nécessite déjà un effort. Il faudra fort le faire. C'est aussi ça le prix à payer pour triompher de titres légendaires. Sans vouloir utiliser un carquois entier superlatif excessif pour défendre une vieille carne, il me faut bien admettre que sans être parfait, le titre se permet d'inventer un point fondamental de ce type d'exercice, là où les exemples américains de la discipline, ceux inventés pas si loin d'une piscine, imaginent que vous allez vous dépatouiller avec leur système approximatif pour créer une équipe d'aventuriers susceptible de survivre aux vicissitudes du destin. L'équipe de Koichi Nakamura juge judicieux de vous offrir illico des archétypes maintenant évidents. Vos personnages secondaires, Bran et Elani, sont respectivement des mages défensifs et offensifs.
L'un peut affaiblir les ennemis et attaquer, l'autre augmenter vos défenses et guérir. Souligner une différence aussi fondamentale pourrait sembler d'une stupidité brutale, mais il fallait bien que quelqu'un opère ce subtil distinguo devenu, depuis, normal. Dans le premier, votre héros était capable de tout faire à lui seul. Ce fonctionnement franchement archaïque m'avait d'ailleurs énormément séduit lorsque je l'avais terminé. Le jeu se contentait d'un seul personnage principal, une sorte de couteau suisse brutal, doué en tout, mauvais en rien, limité par le seul fait qu'il ne pouvait poser qu'un acte à la fois. Or, parfois, c'est un acte de foi de choisir entre la défense et l'attaque, surtout lorsqu'un tour fait la différence entre la vie et la mort. J'aurais d'ailleurs tendance à penser que ce parti pris rendrait Dragon Quest, le premier de la lignée, un peu plus nerveux que celui-ci, certes aussi plus fruste dans son approche vétuste de la question, mais quand même, c'est ce qui fait de lui l'original. Cette simple distinction entre les trois personnages, continuant quelques instants sur cette lancée, invente aussi une autre évidence, le protagoniste doté d'une puissance de frappe stupéfiante et d'un paquet de points de vie, une sorte de tank constitué de barbac, et non pas de bareback, c'est tout autre chose. Faut pas s'attendre à le voir résoudre quoi que ce soit dans le domaine tomique ou même thaumaturgique, mais s'il est question de faire face à un dragon, Doragon en japonais, par la simple puissance de son physique aristocratique, cela lui est possible. Imaginez le nombre de titres auxquels vous avez joué, ne mentez pas, vous y avez joué, ça se voit, ou tout ceci aussi est d'une évidence aussi basique que l'effet de la gravité. Tout ça, c'est l'héritage Dragon Quest 2. Il fallait bien que quelqu'un pose les bases, par chance, elles le furent par des professionnels de l'aventure. Le reste, ma foi, assez accessoire, est à la hauteur de ses idées méritoires. Il ne faut pas oublier que le succès massif du premier titre aura surpris l'intégralité du marché nippon. Cette suite, sans en avoir l'air, mais en ayant cependant la chanson, aura été réalisée en un temps record pour frapper le fer tant qu'il est chaud. Imaginez, le premier sort aux alentours du 27 mai 1986. Le second, après un bref délai destiné à améliorer l'équilibre du titre, sortira en janvier 1987, 8 mois plus tard. Réalisé au pied levé, un classique en un temps record, tout en améliorant la formule et en inventant quelques concepts clés du RPG moderne, c'est un résumé du Japon de la bubble economy. Ambition, maîtrise, élégance, ceci ne se fit pas sans heurts d'ailleurs. Il a fallu couper une fin au twist stupéfiant et un arc narratif secondaire où l'un des héros est maudit. Le tout sur une cartouche d'1 mégabit, ce qui ne fait pas beaucoup de bits au fait. Demandez à votre femme où il ne reste au final, et cela avec ou sans fantaisie, que 10 kilooctets de trop. C'est aussi ça la force du développement antique, faire entrer les univers entiers dans la mémoire que possède de nos jours une banale montre à LCD. Voilà, le tour est fait maintenant, que garder en tête de cette longue quête? À mon sens, la beauté de titres antiques comme ceux-ci, il fêtera bientôt ou aura déjà fêté, salutations spectateurs du futur, son 40e anniversaire se résume à son impact sur l'imaginaire de l'utilisateur. Sous ses pixels grossiers résonne très pur le sentiment de l'aventure, un appel de l'épique tiré d'une autre époque, d'une plus haute civilisation située au niveau d'abstraction dans lequel s'inscrivent les grands contes antiques grecs ou romains. Il ne vous reste plus qu'une question à vous poser. Entendez-vous l'appel des légendes d'antan? Elles n'attendent que vous, petite pause dramatique, pour revivre. Hey, salut, c'est Arthur. Vous savez, le concepteur / monteur / rédacteur / voix off / crétin de la chaîne Les Critiques du Masque. Je tiens à prendre quelques secondes de votre vie, surtout maintenant que la vidéo est finie, pour remercier les gens dont le nom défile actuellement à l'écran. Ce sont les gens du Patreon, mais aussi ceux des abonnements payants YouTube. Sans eux, j'aurais probablement été obligé par les vicissitudes du destin à mettre fin à mes activités. Le moins que je puisse faire face à pareil inventaire reste bien de les honorer comme ils le méritent, mais n'ayez pas peur, même si les moyens vous font défaut, vous pouvez toujours faire l'effort de me faire plaisir en vous abonnant. Bise.